Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la réalisation de costumes et d'accessoires en impression 3D. Au cours des divers épisodes, je vous expliquerai les techniques et je vous donnerai mes astuces qui vous permettront de passer de ça à ça. Visez la rebelle! L'épisode d'aujourd'hui vise à traiter les bases de l'impression 3D. Il va être divisé en plusieurs parties. Dans une première partie, on va discuter du matériel nécessaire à la réalisation d'armures en impression 3D. Dans une deuxième partie, je vous parlerai un petit peu des plastiques qu'il sera préférable d'utiliser dans la réalisation et dans la conception de ces armures. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera des fichiers. Tout d'abord, l'imprimante. Première question à se poser, quelle taille d'imprimante est nécessaire ? Et là, contrairement à beaucoup d'idées reçues, on n'a pas besoin d'une imprimante énorme qui imprime de grandes surfaces pour pouvoir réaliser une armure en 3D. Je vous expliquerai dans les épisodes suivants comment on va pouvoir, à partir de fichiers qui ont été découpés, donc de petits morceaux d'armure, refaire son armure de taille complète sans qu'elle soit fragilisée. Un des points très importants pour l'imprimante, c'est son réglage. Elle doit être parfaitement calibrée. C'est-à-dire que le déplacement du plateau, si on lui demande 100 mm, doit faire 100 mm, pas 99 et pas 101. C'est la même chose pour la longueur de fil qui va être extrudée par notre extrudeur. Si on lui demande 100 mm, ça devra faire 100 mm. Et la température de la buse, c'est ce qu'on appelle le PID, ça se règle aussi. Je vous mettrai en lien dans la description un tutoriel qui vous explique comment régler votre firmware, comment régler votre imprimante afin qu'elle soit calibrée de la meilleure façon possible. Pourquoi ce calibrage est si important que ça? Parce que si jamais votre plateau ne se déplace pas de la bonne distance ou si votre buse n'extrude pas la bonne longueur de fil, vous allez avoir des pièces qui vont être déformées, qui n'auront pas la bonne taille dans toutes les dimensions. Et après ça, l'assemblage des diverses pièces va être impossible à faire correctement. Par exemple, un dôme qui n'est pas parfaitement jointif sur un casque au moment de l'assemblage, ça va être un calvaire total pour réussir à remonter le casque complet sans avoir de zone de fragilité ou d'avoir à combler d'énormes trous. Et aussi, ça va être très compliqué d'aligner parfaitement les deux hauteurs de dôme, ce qui va faire que vous allez avoir une marchette au lieu d'avoir un parfait arrondi et votre casque sera bon à recommencer. Où est-ce que j'installe mon imprimante ? Dans une pièce où la température est stable pour éviter d'avoir des déformations des pièces au moment de l'impression et pour éviter d'avoir des décollements de plateau si jamais il y a des changements de température parce que le plastique va se rétracter si vous avez des courants d'air froid dessus. Donc il faut absolument que votre imprimante ne soit pas dans un courant d'air, pas proche d'une fenêtre, pas proche d'une porte et dans une pièce où l'air est suffisamment ventilé pour des raisons de sécurité mais où il n'y a pas de variation importante de température. Il faut aussi penser à ce que ça soit une pièce où il n'y ait pas trop d'humidité. Parce que les bobines de PLA vont avoir tendance à absorber l'humidité. C'est pareil pour tous les plastiques. Et le problème, c'est qu'au moment de l'impression, on va avoir des bulles qui vont créer des défauts. Ces bulles vont aussi pouvoir créer des problèmes d'obstruction de la buse. Vous allez avoir un bouchage de buse et votre impression risque d'échouer en plein milieu alors qu'elle ne sera pas terminée. Pour ceux qui n'ont encore pas d'imprimante, mais qui désirent en acheter une, pensez aussi bien à une chose, vous ne pouvez pas la mettre dans une pièce à vivre. Une imprimante, même de bonne qualité, fait toujours du bruit. Donc chambre à coucher, c'est hors de question pour la raison de bruit. Un autre souci, c'est que une imprimante 3D fait fondre du plastique. Ce plastique, au moment où il fond, va relarguer des substances chimiques qui sont toxiques. Donc il faut avoir une pièce où la température est stable, mais bien ventilée. C'est pour ça qu'on n'utilisera pas ces imprimantes dans des pièces où l'on vit tous les jours, pour ne pas respirer en permanence les vapeurs qui vont émaner de la fonte du plastique. Hors de question évidemment de l'installer dans une cuisine, sans quoi vous risquez de contaminer aussi votre partie aliments. Sur quel mobilier j'installe mon imprimante ? Votre imprimante, elle doit être installée sur une table ou sur un meuble qui est stable. Il ne faut pas qu'elle bouge parce que la tête d'impression va bouger en permanence. Si vous avez un objet qui est instable sur lequel elle est posée, elle va finir par se déplacer et elle risque de tomber, vous allez la casser. Deuxième chose, il faut bien penser que l'imprimante bouge en permanence et il ne faut pas que votre support d'imprimante bouge de trop. Parce que sinon, c'est votre impression, c'est la pièce que vous imprimez qui va se mettre à bouger. Et avec les vibrations, on va avoir tendance soit à se décoller, soit à avoir des défauts, surtout quand vous allez imprimer des pièces de grande hauteur. Je vous montre là une très bonne façon d'installer son imprimante. On n'est pas obligé d'en arriver à ce point-là. Moi, je le fais parce que j'ai la capacité, j'ai eu la possibilité de le faire. Donc, comme vous voyez,
J'ai installé mes imprimantes sur une table qui est stable, qui ne bouge pas. J'ai interposé entre l'imprimante et la table, premièrement, un tapis de caoutchouc qui sert habituellement pour empêcher les vibrations des machines à laver dans les appartements. Et par-dessus, j'ai une dalle de terrasse qui pèse 25 kg, ce qui ajoute de l'inertie à la table, ce qui fait qu'elle ne bouge absolument pas. Le poids, le déplacement et l'inertie de la tête d'impression ne va pas être suffisant pour pouvoir emmener avec lui le poids du plateau sur lequel elle est déposée. Évidemment, ce plateau est rigide, il faut qu'il soit parfaitement rigide. On ne pose pas une imprimante sur un plateau souple parce que même si elle est solidement fixée et qu'elle est constituée de tiges en aluminium, il y a toujours des petites possibilités de mouvement et au fil du temps, vous allez prendre du jeu dans votre imprimante, vous allez l'abîmer, en plus d'avoir des impressions qui vont être défectueuses. Question suivante, ai-je besoin de plusieurs imprimantes pour imprimer rapidement mon armure? Clairement, on va tordre le cou à cette légende tout de suite, non. Parce que vous allez avoir un gain de temps uniquement sur la première pièce que vous allez fabriquer, mais le temps de post-traitement que vous allez avoir sur votre pièce ensuite va être bien plus long que ce qu'il faudra à votre imprimante pour imprimer la pièce suivante. Vous ne gagnerez donc pas de temps à avoir plusieurs imprimantes, vous allez juste accumuler des pièces que vous n'aurez pas la capacité de traiter suffisamment vite par rapport à la vitesse à laquelle vous allez imprimer. Donc si votre budget le permet et que vous désirez acheter 2 imprimantes, allez-y, mais si vous avez un budget limité, clairement contentez-vous d'une seule imprimante, ça suffira amplement pour imprimer une armure. De toute façon, le temps pour la réalisation d'une armure est très long, on compte en mois de travail. Excepté si vous faites ça 24 heures sur 24. Mais clairement, pour une personne qui va avoir d'autres activités que faire des armures en permanence, ça va prendre un temps colossal de réaliser une armure complète, de l'impression au post-traitement, donc vous ne gagnerez absolument pas de temps à avoir une imprimante de plus. Si votre budget est limité, préférez garder votre argent pour la suite parce que le budget impression, c'est pas le plus gros, c'est ce qui va venir ensuite. Est-ce que j'ai besoin de modifier mon imprimante pour réaliser des armures et des accessoires comme je vous présente? Oui et non. Dans un premier temps, je vais dire oui parce qu'il va falloir absolument qu'elle soit correctement réglée. Et ça, ce serait l'idéal, c'est que vous régliez votre imprimante parfaitement. Ça nécessite une modification du firmware. Le lien sera dans la description. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est extrêmement long et je ne suis pas suffisamment qualifié pour vous apporter ce savoir. Moi, j'ai utilisé ce tuto, ça a fonctionné pour moi, donc ça peut fonctionner pour vous aussi. Deuxième modification que je conseillerais, c'est le tube PTFE, c'est-à-dire le tube qui va guider votre filament du moteur à la buse d'impression, le moteur de l'extrudeur. Pourquoi? Parce que ce tube est souvent de mauvaise qualité quand on achète une imprimante, à part si vous achetez une imprimante avec un très haut budget. Et ce tube va être la principale cause de bourrage que vous allez avoir et d'échec d'impression. De plus, ce tube est inconsommable, c'est-à-dire qu'il va finir par s'user, il va être en contact de la buse qui est chaude, donc il va finir par brûler, par gonfler. C'est pour ça qu'il faut acheter un tube de bonne qualité, parce qu'ils vont déjà avoir des résistances à de plus hautes températures. Là, on va imprimer en PLA+, donc on va avoir des températures qui vont être un peu plus hautes qu'habituellement avec du PLA, de l'ordre de 20 degrés. Donc un tube de bonne qualité qui résiste bien à la température, c'est une chose et c'est un bonus qui est important à avoir pour éviter les échecs d'impression. Et de plus, ça reste inconsommable, ça va finir par s'user. Donc en avoir de toute façon d'avance, c'est toujours utile parce que le jour où votre tube PTFE est mort, vous n'allez pas pouvoir bidouiller pour réimprimer en attendant d'en récupérer un. Il faudra soit en racheter un tout de suite, soit attendre avant de pouvoir commencer à réimprimer. Un tube abîmé, clairement, c'est un échec d'impression à coup sûr. Et pour finir, la dernière modification que je conseille sur une imprimante, c'est d'acheter des buses d'impression de bonne qualité. Les buses bas de gamme ont tendance à se boucher très rapidement, à s'user très vite. Elles sont mal percées à l'intérieur, donc on va avoir tendance à avoir beaucoup plus de bourrage avec une buse de mauvaise qualité, ce qui au final va nous coûter plus cher que d'acheter directement une buse de bonne qualité et de ne pas perdre avec des impressions qui vont échouer et de ne pas perdre de temps non plus à essayer de réparer une imprimante qui au final n'a juste besoin d'un changement de buse. Au niveau de la qualité des buses, donc j'ai dit très bonne qualité, c'est vous prenez des buses haut de gamme. D'un point de vue du matériau de la buse, moi je vous conseille de rester sur des buses en laiton. Pour la simple et bonne raison que les buses en laiton, elles sont standards, elles impriment très bien le PLA+, elles conduisent très bien la température.
Chez moi, j'utilise des buses en cuivre qui sont recouvertes de nickel. Le problème de ces buses, c'est qu'elles nécessitent un réglage particulier qui est beaucoup plus compliqué à faire et elles nécessitent avant tout que le PID de l'imprimante soit parfaitement calibré. Donc, si vous n'avez pas la possibilité ou si vous n'avez pas le niveau de calibrer le PID de votre imprimante, c'est pas primordial, c'est important de le faire, mais si ça n'est pas fait, ce n'est pas vital. Par contre, ne changez pas la qualité de vos buses. Pourquoi ne pas utiliser des buses en acier? Alors, les buses en acier, elles sont très bien pour imprimer des filaments qui vont être extrêmement abrasifs. Tout ce qui va contenir des filaments de carbone, des poudres colorées, des poudres phosphorescentes, les filaments à base de filaments bois. Mais par contre, elle chauffe moins bien. La conduction de température est vraiment moins bonne dans l'acier que dans le laiton. Donc vous allez avoir beaucoup plus de difficultés pour imprimer du PLA et vous n'aurez aucun gain derrière. Gardez la buse en laiton, ça vous assure d'avoir des réglages qui vont être faciles et de ne pas vous prendre la tête des heures avec des impressions qui vont échouer simplement parce que vos réglages vont être trop compliqués à réaliser. Pour finir, il existe des buses qui sont beaucoup plus chères, qui sont considérées comme du haut de gamme avec des pointes en rubis ou en diamant. Ça ne sert strictement à rien dans le cadre de l'impression de PLA. Parce que de toute façon, même si la pointe de la buse en venant frotter sur l'impression s'usera beaucoup moins vite, l'intérieur de la buse s'usera à la même vitesse qu'une buse standard, en laiton. Les buses à pointe diamant ou à pointe rubis sont des buses en laiton sur laquelle seule la pointe est remplacée par un matériau beaucoup plus solide. Ça n'a aucun intérêt pour imprimer du PLA, ça va coûter extrêmement cher et il faudra de toute façon les remplacer à la même cadence. Comment je sais si je dois remplacer ma buse? Ça va être très simple. Vous avez l'habitude d'imprimer et vous aurez une qualité d'impression qui va être à peu près constante, quelle que soit cette qualité. Certaines imprimantes impriment très bien quand elles sont bien réglées, d'autres imprimantes ont des petits défauts. Si à un moment vous vous rendez compte que votre impression commence à se dégrader en qualité, bave beaucoup plus, votre buse a tendance à avoir beaucoup plus de mal à sortir le plastique, vous savez qu'il faut la remplacer. Si vous devez imprimer des toutes petites pièces et que vous sentez que votre buse commence à être usée, vous pouvez tenter le coup, ça peut passer. Clairement, si vous savez que votre buse commence à être usée, ne vous lancez pas dans le projet d'imprimer d'énormes pièces parce que vous êtes quasiment sûr que ça va se terminer par un bourrage et que votre pièce va être bonne à recommencer et que vous changerez de toute façon votre buse. Donc ne perdez pas ce temps, ne perdez pas ce plastique. Si vous savez que votre buse doit être changée, changez-la, c'est du consommable. Les temps de remplacement, ça va complètement dépendre du matériel que vous allez utiliser, de la façon dont vous allez régler votre imprimante. Si vous réglez mal votre imprimante, que la tête de la buse vient frotter sur le plateau, c'est clair et net que vous allez l'user extrêmement rapidement, vous allez l'abîmer très vite, voire à la première utilisation. Et sinon, ça va complètement dépendre de votre quantité d'impression. On ne peut pas compter en mois. Si vous imprimez une pièce tous les 5-6 mois, forcément votre buse elle va pouvoir durer plusieurs années. Si vous imprimez comme moi tous les jours, votre buse elle dure en moyenne, moi je suis obligé de les remplacer quand j'utilisais celles en laiton environ tous les 4 à 5 mois. Pour les buses en cuivre, je suis plus de l'ordre de 6 à 7 mois. Maintenant qu'on a un peu parlé des imprimantes, l'objectif n'était pas de rentrer dans le détail, je n'ai pas vocation à vous faire un cours sur l'impression 3D. On va parler un petit peu des plastiques. Quel plastique doit-on utiliser? Parce que notre armure va falloir qu'elle soit solide. On va l'enfiler, la défaire en permanence, on va la transporter, elle va subir des chocs. Éventuellement, avec les problèmes de champ de vision du port d'une armure, on va se cogner sur des portes, sur des murs. Donc il va falloir que cette armure, elle résiste à tous ces chocs qu'elle va prendre. Globalement, qu'est-ce qu'on utilise comme plastique en impression 3D? Tout d'abord, on a le PLA. Alors le PLA, clairement d'emblée, pour imprimer une armure, je déconseille parce que les armures vont devoir être assez fines quand même pour être portées et de façon agréable. Le PLA, il a pour avantage d'être peu cher. C'est le seul avantage que je lui trouve. On a ensuite le PETG qui est souvent recommandé pour faire des armures. Je déconseille aux débutants de commencer des armures en PETG parce que c'est compliqué à imprimer. Il y a beaucoup d'échecs avec le PETG, il faut des imprimantes qui sont parfaitement réglées, parfaitement calibrées. Il faut avoir des pièces à température qui est extrêmement régulée. Donc c'est juste un calvaire, vous allez avoir plus d'échecs qu'autre chose. Et le PETG n'est pas plus solide que la solution que je vais vous proposer. Ensuite, il y a l'ABS. Alors là, l'ABS, c'est carrément pas accessible à des imprimantes de base.
il va falloir avoir des imprimantes dans des enceintes qui vont être scellées parce qu'il va falloir conserver des températures extrêmement élevées dans l'enceinte de l'imprimante. Il va falloir avoir des ventilateurs qui vont tourner au minimum. Donc ça nécessite des réglages extrêmement compliqués. Ça nécessite des imprimantes qui sont perfectionnées pour pouvoir imprimer des pièces de grande taille sans avoir un taux d'échec trop important. Ce qu'on va utiliser et ce qui est le plus idéal pour les armures et pour les accessoires de cosplay, ça va être le PLA+. Le PLA+, c'est quoi la différence par rapport au PLA? Et bien tout simplement, ça va être sa résistance. Le PLA+, est bien plus résistant et aux torsions, et aux chocs, et aux contraintes, et aux températures. Qu'est-ce qu'il en est des chocs et des torsions? Ça, c'est du PLA. Donc c'est une pièce qui est imprimée en PLA. Vous voyez, elle est extrêmement épaisse. Le remplissage, il est fait à 50%. Avec très peu de force, j'ai réussi à casser ma pièce tout de suite. Voilà ce que ça donne avec du PLA+. Donc ça, c'est le col que j'ai imprimé à la mauvaise taille pour un Short Trooper. Je peux pas le casser. Je peux vraiment pas le casser. J'ai pas la force pour le casser. Il est rempli comme les autres à 50%. Et je vous expliquerai les réglages que j'utilise. Mais globalement, cette pièce, elle est incassable. Voilà pourquoi j'utilise le PLA+. Deuxième avantage du PLA+, c'est qu'il a une très bonne résistance à la température par rapport au PLA. Globalement, le PLA va commencer à devenir souple, à se déformer à environ 50 degrés de température ambiante. Le PLA+, vous pourrez monter jusqu'à 65 degrés environ avant qu'il se déforme à cause de la température, avant qu'il devienne souple, ductile. Pour le PETG, on est plus sur des températures à partir de laquelle il peut se déformer aux alentours de 70-75 degrés. Par contre, il va être beaucoup plus compliqué à imprimer, il va avoir d'autres défauts. Par exemple, le PETG est beaucoup plus cassant, je ferai le test de choc après, il est beaucoup plus cassant au choc que le PLA+. Donc globalement, c'est pour ça que moi j'ai choisi de rester uniquement sur du PLA+, parce qu'il m'apporte tous les avantages dont j'ai besoin. Le seul petit inconvénient, c'est que je perds à peu près 10 degrés de température avant laquelle il va devenir souple. Honnêtement, si vous laissez votre armure en plein soleil par une journée de 30 degrés et que vous troupez avec, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà fait, j'ai fait 2 jours à 30 degrés au soleil, mon armure ne s'est pas déformée d'un poil. Évidemment, si vous êtes en pleine canicule alors qu'il fait 50 degrés à l'ombre et que vous gardez votre armure au soleil, elle va se déformer. C'est ça qui est aussi vachement important, c'est que le temps que vous allez consacrer à faire votre armure, ne le gâchez surtout pas en l'oubliant au soleil ou en la laissant dans un véhicule qui va être au soleil, parce que là les températures vont extrêmement monter et vous êtes assuré d'avoir des déformations. Dernier avantage pour lequel je tenais à vous parler du PLA+, c'est son inertie vis-à-vis des produits chimiques. Parce que contrairement à l'ABS qui va être soluble avec des solvants à base d'acétone, le PLA+, il va être inerte vis-à-vis d'énormément de solvants. Ce qui va être quand même un point positif, c'est qu'au moment de la peinture, vous n'aurez pas de risque que le pigment contenu dans le plastique vienne diffuser dans les peintures, surtout si vous peignez des armures en blanc. J'ai déjà fait l'expérience sur de l'ABS, il va falloir 4 à 5 couches de peinture avant d'avoir réussi à couvrir les couches qui auront diffusé le pigment de l'ABS dedans. Pour du PLA+, une couche va suffire. Si on met plusieurs couches, ça va être d'un point de vue résistance et ça ne sera absolument pas un problème de couverture ou pour cacher la diffusion des pigments du plastique dans la peinture. D'un point de vue résistance feu choc, on va faire la comparaison entre notre PLA et notre PLA+, tous les deux imprimés à 50%. Donc tout d'abord, le PLA, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, il a éclaté vraiment en petits morceaux. Ça fait vraiment beaucoup de petits bouts. Des petits bouts comme ça éclate comme du verre. Ça n'a aucune résistance au choc. On va passer au PLA+. Donc voilà, la pièce, il y a quelques marques. Évidemment, si elle avait été peinte, elle aurait perdu la peinture. Mais elle est
à peine enfoncé ici, très peu cassé. J'y suis allé quand même pas mal fort. Donc voilà pourquoi le PLA+. Quels sont les autres outils qui vont être indispensables pour de l'impression 3D? Premièrement, une spatule. Ça, c'est une spatule que j'ai rebisotée. Elle m'aide à décoller mes impressions quand elles ne se décollent pas toutes seules de la plaque. Globalement, il faut faire attention. Une impression, elle se décolle à froid. Parce que si vous la décollez alors que le plateau est encore chaud, la première chose, c'est que vous risquez de déformer votre impression. Puisque le plateau à 60 degrés va être suffisant pour permettre une petite déformation du plastique. Donc si vous venez tirer dessus, vous allez premièrement abîmer votre impression et en plus, vous allez tirer sur votre plateau, vous allez abîmer vos rails, vous allez abîmer les roulements et vous allez abîmer le plateau de l'imprimante. Une impression, ça se décolle à froid. Vous la laissez refroidir 15, 20 minutes, voire 30 minutes si besoin, si c'est une grosse impression. Et normalement, avec du PLA+, sur un plateau en verre, ça se décolle tout seul. C'est extrêmement rare que j'ai besoin de la spatule pour décoller une impression. Les seuls cas dans lesquels ça arrive, c'est quand j'imprime des objets qui sont de très petite hauteur et qui ont une très grande surface sur le plateau. Mais globalement, évitez toujours de décoller une impression à chaud pour conserver la qualité de votre impression et pour ne pas abîmer votre imprimante. Deuxième objet que j'ai, c'est une petite pince à griffe. Ça m'aide à décoller les petits supports qui vont être dans des petits recoins quand il y a des détails sur mes impressions. Souvent, les petits supports sont très durs à attraper. Ça me permet de les attraper et de les défaire sans avoir à rentrer un tournevis et d'abîmer aussi mon impression. Autre chose, une petite pince coupante mais avec des pointes fines. La même chose pour couper les supports, ça vous sert aussi à couper le fil quand vous devez l'insérer dans votre imprimante. C'est toujours utile et franchement, si j'avais pas ça, j'arriverais pas à m'en sortir correctement quand je fais des impressions. C'est vraiment les 4 outils que j'utilise le plus. Et le dernier, c'est probablement le plus important de tous. Moi, j'utilise un bistouri de bloc opératoire. Donc c'est un bistouri qui coûte quand même extrêmement cher et les lames coûtent quand même relativement cher. C'est des lames qui sont en acier carbone. Elles sont extrêmement solides. L'important, c'est d'avoir un objet qui coupe parfaitement et avec lequel vous allez avoir une très bonne dextérité. C'est pour ça que moi j'utilise un bistouri. Il existe des bistouris qui ressemblent un petit peu à celui-là, ils sont de moins bonne qualité mais vous pouvez les acheter dans le commerce. Je vous conseille d'acquérir ce genre d'ustensile plutôt que d'utiliser un gros couteau qui ne va pas couper, avec lequel en forçant pour couper vos bavures et vos pièces, vous allez risquer de vous blesser. Et c'est la même chose pour un cutter. Un cutter ça coupe extrêmement bien au début. Le problème c'est qu'un cutter par rapport à ça, la lame s'émousse très vite. Et le problème du cutter, c'est qu'avec, on n'a aucune dextérité. La lame est beaucoup trop large. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de ne pas forcer. Alors, ça ne permet pas de découper des pièces épaisses. Ce n'est pas du tout fait pour. Pour des grosses pièces, on utilisera plutôt des outils électriques. Par contre, ça, pour ébavurer, c'est vraiment parfait. On a une bonne dextérité. On n'a pas besoin de forcer dessus. Et ça permet vraiment de le tenir comme un stylo dans une main. Donc, c'est hyper important. Un gros outil ne servira pas à grand chose, sachant qu'il va avoir beaucoup de mal à couper, vous allez forcer dessus et c'est au moment là qu'on rip et qu'on se blesse. Donc, outil le plus indispensable, avoir un outil de découpe de très bonne qualité et qui vous permet d'avoir une bonne dextérité. Ça vous évitera beaucoup de problèmes et ça vous évitera surtout des blessures bêtes. Avant de terminer avec les paramètres qu'on va utiliser pour nos impressions, on va parler des fichiers 3D. Parce que le choix selon l'objectif que vous souhaitez atteindre ne va pas être le même, il va falloir réfléchir différemment. Si vous êtes dans le cadre simplement de vous créer une armure dans le but de simplement cosplayer en convention, tous les fichiers seront à peu près acceptables en fonction des standards que vous vous êtes fixés. Par contre, si vous recherchez à avoir une validation, il va falloir faire extrêmement attention aux fichiers que vous allez choisir. Alors, où est-ce qu'on trouve ces fichiers? Il existe plein de sites. Vous pouvez aussi avoir des conseils sur les groupes Facebook. Il y a des groupes qui permettent, comme le groupe des Mercs, le groupe de la 501, il y a des groupes de la Rebelle Légion, il y a des groupes qui sont dédiés aux Short Troopers, des groupes qui sont dédiés aux Tank Troopers. Dans ces groupes, vous allez pouvoir discuter de où trouver les fichiers les plus proches possibles de ce qu'il y a dans le film. Où trouver des fichiers gratuits, où trouver des fichiers payants et où trouver les fichiers qui ne font pas partie des packs d'armure que vous allez trouver. Gratuit ou payant? Alors la question, elle ne se pose pas forcément. Il y a des fichiers gratuits qui sont de bonne qualité et qui seront validables et il y a beaucoup de fichiers gratuits qui seront de toute façon non validables.
Et ça va être à peu près la même chose pour les fichiers payants. L'important, c'est que quand vous allez choisir le fichier que vous allez imprimer pour votre armure, si vous désirez être validé, c'est qu'il va falloir télécharger la CRL de l'armure que vous voulez réaliser. Et la lire une fois, 2 fois, beaucoup de fois. L'important, c'est que vous ayez déjà en tête la globalité de l'armure. Vous ne retiendrez pas forcément tous les détails, mais il faut avoir en globalité les éléments importants de l'armure qu'il vous faut pour pouvoir être validé. Ensuite, quand vous allez acheter votre fichier, vous reprenez votre CRL. Vous comparez les photos des fichiers que vous allez acheter par rapport aux détails qui vont être demandés et qui vont être indispensables dans la CRL. S'il y a trop de discordance entre ce que la CRL vous demande et ce que le fichier vous propose, passez à autre chose. Il existe des fichiers qui sont validables avec plus ou moins de petites modifications pour quasiment toutes les armures. En revanche, il existe énormément de fichiers qui nécessiteront beaucoup trop de travail ou qui seront quasiment impossibles à modifier pour être validables. Donc, conseil le plus important, avant de choisir le fichier, une fois que vous avez décidé de l'armure que vous allez réaliser, prenez le temps de télécharger la CRL, de lire la CRL et de bien comparer les pièces que vous allez acheter par rapport à ce que vous réclame la CRL. Parce que le retour arrière ne sera pas possible ensuite. Et vous allez perdre énormément de temps à imprimer des fichiers pour vous rendre compte à la fin que ce n'était pas la bonne chose à faire. Méfiez-vous aussi énormément de tous les fichiers qui sont dits validables par la 501. On va être clair, d'emblée, un fichier n'est pas validable parce qu'un fichier, c'est un fichier. Ce n'est pas un objet. Une fois que vous aurez imprimé votre pièce, elle nécessitera de toute façon beaucoup de travail pour être validable. Pour être validé, il est hors de question qu'on voit apparentes les lignes d'impression. Il va falloir poncer, il va falloir mettre des sous-couches, il va falloir résiner, ça je l'expliquerai dans d'autres épisodes. Il va falloir ensuite peindre, il va falloir faire la finition, le weathering par exemple, et il va falloir assembler toute votre armure pour qu'elle soit validable. De toute façon, un fichier validable ne veut rien dire. Par contre, vous pouvez toujours poser la question sur des groupes dédiés sur le forum de la 501 pour savoir quels fichiers ont déjà été utilisés et ont réussi à être utilisés pour être validés. Parce que ça peut être énormément important, ça peut vous faire gagner énormément de temps dans votre recherche. Dernier point concernant les fichiers STL, c'est que ne cherchez pas un fichier tout en un fichier qui va contenir toutes les pièces. Vous n'arriverez probablement pas à acheter un seul fichier qui contiendra toutes les pièces nécessaires à votre validation. Par exemple, quand j'ai imprimé le tankiste, j'ai utilisé une armure de Short Trooper qui est identique à celle du tankiste dans le film. Par contre, il a fallu que je refasse d'autres fichiers et que je télécharge d'autres fichiers pour réaliser les pièces de la ceinture. Idem pour le casque de Short Trooper étant complètement différent de celui du tankiste. Donc ne cherchez pas la solution tout en un, allez plutôt piocher sur les pièces de meilleure qualité dans chaque rubrique afin de vous constituer l'armure la plus réaliste possible. On a déjà parlé du fait d'avoir plusieurs imprimantes. Je vais vous donner un conseil pour ceux qui auront les moyens et qui auront déjà à la maison plusieurs imprimantes. Quand vous allez imprimer des fichiers qui vont être scindés en parties, par exemple si un casque ne rentre pas sur votre imprimante et que vous devez l'imprimer en plusieurs morceaux. Pensez bien à toujours imprimer chaque pièce du casque sur une seule des imprimantes. Pendant ce temps-là, sur la seconde imprimante, imprimez d'autres fichiers. Pour quelle raison? Parce que si vos imprimantes ne sont pas parfaitement calibrées et ont des petits défauts, si par exemple on prend une pièce de 100 mm, une de vos imprimantes l'imprime à 99 mm et l'autre imprimante l'imprime à 101, vous allez déjà avoir un écart de 2 mm. Si vous devez imprimer le dôme d'un casque en plusieurs parties et que vous avez un écart de 2 mm, ça va être ingérable au moment où il va falloir souder les pièces ensemble. Vous allez avoir des décalages, vous allez avoir probablement des trous qu'il va falloir combler, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être des points de fragilité pour votre armure et vous risquez aussi d'avoir des marchettes sur les dômes. Et les marchettes sur un dôme, c'est extrêmement compliqué à rattraper. Il va falloir faire beaucoup de ponçage, beaucoup de comblage et ça sera du coup une sous-couche qui va être fragile pour votre peinture. Donc globalement, si vous avez un objet imprimé en plusieurs pièces, imprimez toutes les pièces de cet objet sur la même machine et utilisez l'autre machine pour imprimer d'autres pièces ou alors d'autres petites pièces faisant partie d'une plus grosse pièce. Mais toujours, un objet doit être imprimé toujours sur la même machine. Deuxième petit conseil, imprimez un seul objet à la fois sur votre imprimante.
J'entends par là, n'imprimez pas, si vous avez des petits objets, n'essayez pas d'en imprimer plusieurs à la fois, parce que si jamais votre impression échoue, vous allez échouer sur tous les objets. Et globalement, il y a plus de risques d'échec d'impression quand vous avez plusieurs objets sur un plateau que quand il y en a un seul. Alors c'est sûr, c'est parfois fastidieux parce que des petits objets vont s'imprimer assez vite et il va falloir revenir fréquemment pour relancer l'impression suivante. Mais par expérience, à chaque fois que j'ai mis plusieurs objets, j'avais des taux d'échec qui étaient beaucoup plus importants, surtout quand on commence à cumuler plein de petits objets. Parce que le temps que votre buse passe d'un objet à l'autre, votre filament va se rétracter. Ça va avoir tendance à créer du jeu sur votre tube PTFE et votre filament risque de finir par se bourrer. C'est de l'usure normale, on ne peut rien y faire. Donc si vous imprimez un seul objet à la fois, vous évitez d'avoir déjà trop de rétraction de filament au cours du voyage de votre buse. Une question qui revient fréquemment, c'est quelle orientation d'un objet sur un plateau? C'est-à-dire, est-ce que je dois imprimer verticalement? Est-ce que je dois imprimer horizontalement? Globalement, la règle, c'est d'imprimer avec les lignes d'impression dans le sens longitudinal de là où votre objet aura besoin le plus de solidité. C'est-à-dire que si vous avez une grande baguette à imprimer, imprimez-la horizontalement pour que les lignes soient dans le sens longitudinal de votre baguette. Elle sera plus résistante. Personnellement, j'utilise très peu cette technique parce que quand j'imprime une armure en plusieurs pièces, je vais imprimer les pièces de façon à ce que j'ai le moins de support possible. Le PLA+ nécessite d'avoir des températures un peu plus élevées et vous verrez tout à l'heure avec mes réglages, j'utilise des températures le plus haut possible. Le problème, c'est que si on a beaucoup de support, on va avoir beaucoup de fusion entre le support et la pièce, ça va être un calvaire à défaire. De plus, le PLA+ est quand même beaucoup plus résistant, comme je l'ai montré dans mon test de résistance. Donc j'ai beaucoup moins de risque de casse. Et pour la dernière raison, c'est que mes armures, je vais les découper, si je dois les découper en 9 pièces. C'est-à-dire que je fais un quadrillage, je fais 3 pièces pour la partie haute, 3 pièces pour la partie centrale, 3 pièces pour la partie basse, qui vont être imprimées dans des sens différents. Donc au final, il n'y aura pas de ligne de casse possible sur une armure, quel que soit le sens dans lequel je vais prendre l'impact. Maintenant, pour les paramètres d'impression à proprement parler. Alors le remplissage, j'en ai déjà un peu parlé. Je le fais toujours à 50%. Ça va paraître élevé pour beaucoup de monde parce qu'habituellement, on voit beaucoup sur les groupes et sur les forums des remplissages aux alentours de 20-25%. Pourquoi j'imprime à 50%? Parce que le PLA+ est un peu plus résistant, mais que l'armure, elle va prendre énormément de chocs, elle va prendre énormément de coups. Et si on veut la garder sur la durée, il va falloir qu'elle soit extrêmement résistante. Ça n'ajoutera pas beaucoup de poids, ou en tout cas, ça ne sera pas un poids qui va être gênant pour l'utilisateur. Une armure, globalement, ça pèse 4 à 5 kg maximum si je ne compte pas le casque. La partie la plus lourde dans l'armure, ça va être le casque. Pourquoi aussi le remplissage à 50%? Parce que ça va lui donner une meilleure inertie face à la température. Si vous passez au soleil avec un soleil très fort avec votre armure et que votre remplissage est plus gros, votre plastique va mettre plus de temps à chauffer. Donc ça va mettre beaucoup plus longtemps à se déformer. Au niveau des murs, j'utilise 6 murs. Ça paraît important. Ça fait que mes pièces les plus fines seront forcément remplies puisque je vais avoir les 6 murs avant et les 6 murs arrière de ma pièce. Globalement, ma pièce va être complètement pleine. Pourquoi j'utilise 6 murs? Même raison qu'avant. Parce que si votre pièce est exposée au soleil et que vous avez une paroi, un mur qui est très fin sur la partie qui va être exposée au soleil, ce mur avec la partie vide derrière va avoir tendance à se creuser avec la déformation. Vous allez commencer à voir apparaître les lignes du remplissage de votre armure. Donc il faut toujours penser à avoir des parois épaisses. Auparavant, j'imprimais avec 4 murs. J'ai eu le problème avec du PLA qui avait été laissé au soleil. Par sécurité, je suis monté sur mes armures en PLA+ à 6 murs. Je n'ai globalement eu aucun problème, bien que l'armure, je l'utilise déjà depuis 1 an et qu'elle ait déjà été exposée à des températures de l'ordre de 30-32 degrés au soleil. Et elle est restée au soleil toute la journée. Alors, pas exposée au soleil. Attention, j'ai fait quand même tout de même attention à tourner un peu de temps en temps pour ne pas toujours exposer la même partie, mais je suis resté au soleil toute la journée avec. Concernant les températures d'impression, le PLA+, il va nécessiter un tout petit peu plus de température pour être imprimé. C'est de l'ordre de 10 à 15 degrés par rapport à du PLA normal. Le PLA normal, je l'imprimais aux alentours de 200 degrés. Pourquoi aussi haut alors qu'on peut l'imprimer à 190? Et même chose pour le PLA+, ça passe à 210 degrés. Pourquoi je me mets à 220 degrés?
c'est pour augmenter la fusion entre les diverses couches. Parce que votre armure, c'est ça aussi qui va faire sa solidité, c'est la fusion des couches d'impression. Et si votre impression n'est pas suffisamment chaude, les couches ne vont pas suffisamment fusionner, vous risquez d'avoir des lignes de fragilité dans votre armure. Ça provoque des petits filaments en plus parfois, pas tout le temps. Sur certaines armures qui ont beaucoup de détails, j'ai des petits filaments. Mais dans tous les cas, l'armure, il va falloir aucune ligne d'impression. Vous allez la poncer. Donc ces petits filaments vont de toute façon disparaître bien avant vos lignes d'impression au ponçage. Donc ça ne gêne pas de les avoir. En revanche, c'est hyper important que vos couches soient parfaitement fusionnées pour que votre armure soit solide. Donc un réglage à 220 degrés tout au long de l'impression, sauf pour la couche initiale. La couche initiale, je l'imprime à 210 degrés. Pour quelle raison? Simplement parce que mon plateau, je le garde au démarrage à 60 degrés. Si je garde mes 220 degrés d'impression sur un plateau à 60 degrés, ça va être trop chaud et la première couche va avoir tendance à se décoller, à se replier. Les tests que j'ai faits, c'est qu'à 210 degrés d'impression pour un plateau à température initiale de 60 degrés, je n'ai plus ce problème ni de décollement, ni de repliement de ma jupe et de ma première couche d'impression. Mon plateau, ensuite, au cours de l'impression, je le baisse à 55 degrés. Je le baisse à 55 degrés parce qu'un plateau, ça consomme beaucoup d'énergie à chauffer, ça chauffe beaucoup la pièce, c'est inutile et en plus, s'il est trop chaud, ça va avoir tendance aussi à faire bender votre pièce au cours de l'impression. 55 degrés, c'est l'idéal pour moi. En dessous, je risque le décollement parce qu'une pièce en PLA+, sur un plateau en verre, va avoir tendance, quand elle refroidit, à se décoller toute seule. Donc je maintiens à 55 degrés jusqu'à la fin de l'impression et le reste de mon impression, je le fais à 220 degrés jusqu'à la fin de l'impression. Passons maintenant aux paramètres de qualité. Donc les paramètres de qualité, j'imprime avec des couches de 0,1 mm. Avec la première couche à 0,2 mm parce que ça serait trop près du plateau. La seconde couche, à partir de la seconde couche, je suis à 0,1 mm d'impression et 0,4 mm de largeur. Ça correspond au diamètre de ma buse. Ça sert à rien de descendre en dessous du diamètre de la buse, vous allez avoir des soucis d'impression. Ça sert à rien de monter au-dessus, conservez en permanence le diamètre de votre buse pour la largeur d'impression. Pour la hauteur, ne cherchez pas à gagner du temps. En voulant imprimer plus épais, on va gagner du temps à l'impression tant qu'on va perdre de façon démultipliée au post-traitement. Donc si vous voulez vraiment gagner du temps sur la construction de votre armure, faites des impressions avec des qualités très fines qui vont prendre un peu plus de temps. De toute façon, une fois que vous aurez votre première partie d'armure imprimée et que vous commencerez à rentrer dans le post-traitement, vos imprimantes, globalement, imprimeront plus rapidement que ce que vous aurez le temps de post-traiter vos pièces. Donc, imprimer de façon très fine, ça fait gagner du papier de verre, ça fait gagner de la résine, ça fait gagner des fileurs et ça fait gagner énormément de temps de ponçage. Parce que l'impression, ça paraît long, mais la partie la plus longue et la plus fastidieuse, ça va être le post-traitement avant de pouvoir réaliser la peinture. Pour les vitesses d'impression, même chose, n'essayez pas de gagner du temps en voulant imprimer trop vite. Globalement, j'imprime avec des vitesses de remplissage qui sont de l'ordre de 50 mm secondes. Pour la partie des murs, je ne dépasse pas les 25 mm secondes. Ça me garantit une impression de qualité, ça me garantit de ne pas avoir de défaut dans l'impression qui va être très long à rattraper en post-traitement. Pour la partie de déplacement hors impression, même chose, ça sert à rien d'essayer de gagner du temps. Votre imprimante risque de bouger. Si vous imprimez des pièces très hautes, le déplacement de la tête d'impression entre les divers points où elle va imprimer va faire bouger votre pièce. Vous allez avoir des défauts et au pire, vous risquez simplement de décoller votre pièce si votre buse vient frotter sur votre impression quand elle passe au-dessus. Donc globalement, c'est 50 mm pour les parties de remplissage, c'est 25 mm secondes pour les murs. Les murs, c'est la chose qui a besoin d'avoir la meilleure qualité. Le remplissage, c'est un peu moins important puisque s'il y a des petits défauts à l'intérieur, de toute façon, on ne les voit pas. Et pour la partie déplacement, 150 mm secondes, c'est largement suffisant. Pour les techniques d'adhésion au plateau, je n'utilise jamais le raft parce que quand j'utilise le raft avec les températures à laquelle j'imprime mon PLA+, je vais avoir une fusion importante du raft avec ma pièce. Il va être extrêmement difficile à décoller et la partie entre le raft et la pièce va être extrêmement longue à post-traiter. J'utilise la jupe. La jupe, ça suffit pour avoir une adhérence correcte. J'utilise une douzaine de lignes sur ma jupe. Ça fait une jupe qui est très large et même des pièces qui sont très hautes et très fines, parfaitement verticales. Je n'ai jamais de problème de décollement. La partie en contact avec le plateau est parfaitement lisse, donc je gagne énormément de temps sur le post-traitement grâce à ça. Il est probable que vous ayez à utiliser d'autres paramètres pour vos imprimantes. Moi, je vous ai donné mes paramètres avec mes réglages, avec le matériel que j'utilise dans mes imprimantes.
avec la température de ma pièce. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire varier la nécessité de changer les paramètres pour vous. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas essayer de gagner du temps sur la partie impression, parce que si vous voulez gagner du temps globalement sur la conception de votre armure, ça va être le post-traitement le plus long. C'est vraiment la partie qui sera la plus longue de tout en cumulé. Ça représente plus de la moitié du temps de travail d'une armure. Donc si vous voulez gagner du temps, faites des impressions lentes et vous aurez un post-traitement qui sera beaucoup plus court que si vous faites des impressions rapides avec des grosses lignes, des bavures et qu'il y a beaucoup de choses à récupérer en post-traitement. Le message, c'est que la perte de temps à l'impression vous fait gagner énormément de temps sur toute la suite. Pour finir, quelle quantité de PLA plus il va falloir prévoir pour une armure complète? Alors globalement, pour une armure complète de tankiste avec cet accessoire que j'avais créé en plus, le pistolet qui est présent ici, j'ai consommé 8 kg de PLA, ça représente 8 bobines. Ces 8 bobines, il faut compter que j'ai eu un casque qui a été fait pour rien, donc j'ai recommencé un deuxième casque. Mais globalement, il faut vous attendre à 7 à 8 kg de PLA pour une armure complète et les accessoires qui vont avec. Pourquoi tant de consommation? Simplement parce que vous allez avoir besoin de pièces solides. Vous ne pouvez pas vous permettre de les remplir seulement à 10% comme je l'ai expliqué. Il faut que vos pièces soient solides. Un remplissage à 50%, pour moi en tout cas, ça me paraît être le strict minimum. Un remplissage à 100% sur certaines pièces qui vont être beaucoup plus fragiles sera bénéfique. Donc ça va consommer quand même pas mal. Ça représente déjà un bon budget. Une bobine de PLA+, ça coûte entre 20 et 30 € pour avoir un plastique de qualité suffisante pour réaliser une armure. Donc vous comptez vos 8 bobines, vous êtes déjà à peu près à un budget de 200 € rien qu'en plastique. Sans compter que si vous avez des pertes en plus, vous allez augmenter ce budget. C'est la raison pour laquelle aussi je vous dis d'imprimer lentement, parce que moins vous aurez de pertes, plus vous allez gagner aussi en argent et pas seulement en temps. Vous allez économiser beaucoup à ne pas imprimer pour obtenir au final des pièces qui ne seront pas utilisables pour votre armure. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Alors il n'y avait pas beaucoup de pratique, c'était beaucoup de théorie. Le prochain épisode, on se concentrera sur comment assembler les pièces de notre armure, comment les souder. Parce que oui, je parle bien de souder et pas de coller. Donc je vous montrerai la façon de souder les pièces de façon à ce qu'elles soient solides, de façon à ce que votre armure ne casse pas, qu'elle ne soit pas altérée aussi au moment de la peinture. Et on verra donc ça dans le prochain épisode et on commencera peut-être le post-traitement ou alors ça sera pour un épisode suivant, ça dépendra de la durée de l'épisode qui n'est pas encore tourné. J'espère que les informations que je vous ai apportées au cours de cet épisode pourront vous être utiles. On se revoit dans le prochain épisode et je vous dis à bientôt.